Je cède la parole à Vanessa qui va vous présenter le professeur Rodèche. Merci. Le professeur Georges Rodèche intègre la troisième section. Il est fondateur du chef du service de neuroradiologie diagnostique et thérapeutique à l'hôpital Foch à Paris. Il est également responsable de l'unité de neuroradiologie interventionnelle pédiatrique à l'hôpital Fondation Rothschild à Paris. Je suis arrivé à ce métier par l'intermédiaire des neurosciences, de la neurochirurgie et de mon intérêt pour la pathologie vasculaire cérébrale et médulaire. L'embolisation, la neuroradiologie interventionnelle ou thérapeutique était à ce moment-là encore un peu débutante et on a compris qu'elle allait être une des façons les plus importantes de traiter ces malformations. Et non pas de les traiter seulement par des gestes techniques, mais également de les comprendre par l'intérieur des vaisseaux et par les relations que les vaisseaux peuvent avoir avec le cerveau ou la moelle environnante. La transmission est fondamentale parce que je considère que nous ne sommes que des passeurs. Donc ce qui m'a été donné, ce qui m'a été appris, la moindre des politesses en quelque sorte et la nécessité, c'est de le transmettre à l'autre pour que ça puisse continuer, que la technologie et surtout les connaissances qui ont été acquises puissent continuer et être encore approfondies, améliorées au fil du temps par les jeunes qui vont nous succéder. La recherche est fondamentale aussi. La recherche est fondamentale sur deux niveaux. À la fois la recherche technique, mais surtout pour moi, parce que le véritable avenir du traitement de la pathologie vasculaire, cérébrale ou médulaire va être la connaissance des phénomènes physiopathologiques, biologiques, génétiques qui ont induit la malformation. À partir du moment où ça, on l'a compris, on arrivera à traiter ces malformations d'une façon tout à fait différente. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous faisons actuellement, c'est un traitement mécanique sur une maladie biologique. Donc il faut revenir aux fondamentaux pour comprendre le pourquoi de la biologie qui dysfonctionne et arriver à ce moment-là à la remettre dans le droit chemin. L'amitié est fondamentale. Sans amitié, moi, je ne sais pas fonctionner. Et on a réussi, quand j'ai eu la chance, l'honneur d'être président de la Fondation mondiale, la Fédération mondiale de neuroradiologie interventionnelle, d'être entouré d'amis, de façon à pouvoir travailler le plus concrètement possible, le plus loin possible, sans aucune tension. Donc l'amitié, pour moi, est quelque chose de vital. Et je suis très heureux d'avoir gardé, même depuis très longtemps, des amis qui sont en quelque sorte mon socle pour continuer à travailler, à grandir encore. Les hobbies, plusieurs. La musique, l'opéra, la peinture, la sculpture, la littérature. Vous mélangez tout ça et vous avez en quelque sorte ce qui me pousse là aussi à continuer à vivre dans des bonnes conditions. Le métier vous mange beaucoup. Et si vous n'avez pas justement quelque chose qui compense ce métier qui vous dévore avec passion, l'amitié, le hobby, c'est tout ça qui fait un être humain finalement. Les voyages sont importants. J'ai eu énormément de chance dans ma vie professionnelle de pouvoir voyager beaucoup pour donner des conférences et des cours un peu à droite et à gauche. Donc le voyage vous nourrit parce que vous avez découvert à ce moment-là d'autres cultures, d'autres façons de réfléchir, d'autres façons de voir le monde et de découvrir le monde. Donc bien entendu, le voyage participe là aussi à la création d'un être humain. Les défis du futur vont être liés à la compréhension, comme je vous le disais, des maladies, non pas seulement à leur traitement ou à l'amélioration de la technique, mais à la compréhension de la physiopathologie même de la malformation. À ce moment-là, on va révolutionner complètement la prise en charge. Quand on parle par exemple des anévrismes, on sait que l'anévrisme passé de la chirurgie au phénomène de l'embolisation a bénéficié d'une révolution thérapeutique. Et on sait maintenant quels sont les phénomènes génétiques également qui ont donné lieu, ou biologiques qui ont donné lieu à la création de ces anévrismes. Donc là aussi, pourquoi traiter une lésion à partir du moment où on arrivera à comprendre pourquoi elle a été créée et surtout si on arrivait à la stabiliser médicalement. Ça, c'est le fondamental. C'est-à-dire que notre spécialité, elle ne va pas continuer, elle ne va pas disparaître, elle va évoluer, elle va continuer sur un autre chemin, et c'est là qu'on va pouvoir aboutir à des traitements nettement améliorés de tous les malades. Ça, c'est une vaste question philosophique. Le bonheur personnel, le bonheur qu'on apporte aux gens. J'avais discuté un jour avec une amie, j'étais très ami avec une chanteuse d'opéra qui malheureusement n'est plus là,
et à qui je disais un jour, finalement, toi et moi, on fait le même métier. Je disais, ah bon, tu chantes? Je dis, non, je chante pas, mais on donne du bonheur aux gens. Elle disait, ah oui, c'est pas faux, c'est pas bête. Et donc, je pense que c'est ça. Le métier, la médecine, c'est aussi une façon, comme l'art, d'apporter du bonheur aux gens. Et à partir du moment où on arrive à les soulager de leur souffrance, on arrive déjà à faire un grand pas vers la guérison. L'académie, c'est un creuset d'idées. L'académie, c'est un creuset de progrès. C'est une opportunité d'avoir des nouvelles connaissances, d'avoir des nouvelles relations, de construire des nouveaux ponts entre les spécialités, et à ce moment-là aussi d'arriver à comprendre mieux le fonctionnement médical d'un pays et d'améliorer peut-être aussi par les échanges de connaissances la prise en charge des patients. Merci beaucoup, professeur Rodèche, pour ces propos, même presque un peu philosophiques. Donc, votre spécialité, je crois, est fort proche de spécialité de nos anciens présidents, le professeur Brocchi ici, le chirurgien qui a été président de notre académie, également le professeur Paderio, qui est grand spécialiste également dans la neuroradiologie. Donc, vous les avez certainement connus et fréquentés régulièrement dans votre carrière professionnelle. Je vous cède la parole pour illustrer l'essentiel de votre recherche. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente élue, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, chers amis, on me pose parfois la question, qu'est-ce que tu fais exactement comme métier? Et la réponse varie en fonction de... L'étonnement des gens varie plutôt en fonction de ma réponse. Lorsque je dis que je suis neuroradiologue interventionnel, les gens ont tendance à se focaliser sur l'intervention et donc sur le geste technique seul qui va permettre le traitement de ces lésions. Ce qui fait que de temps en temps, malgré avec tous les instruments dont on dispose pour traiter ces lésions, le cerveau peut ressembler à une boîte à outils. Mais ça n'est pas ça sans doute le plus important, comme je vous le disais. Lorsque je dis que je fais de la neuroradiologie thérapeutique, les gens ont tendance à réfléchir différemment, à penser différemment. On pense en termes de traitement, donc en termes de prise en charge globale de malades, avec une collaboration d'autres spécialités, un approfondissement des connaissances, un développement des stratégies thérapeutiques futures. Et ce que je vais essayer de vous développer, ça va être au travers de deux exemples, les malformations artéroveineuses médulaires et les malformations vasculaires pédiatriques, qui sont en quelque sorte mes deux points d'intérêt principaux actuellement dans ma profession. Alors, la moelle, tout d'abord, lorsque l'on parle de malformations vasculaires médulaires, il faut dépasser le contexte des segments médulaires classiques tels qu'on nous les a appris, 3 segments, cervical, thoracique, lombaire, parce qu'on sait actuellement ce qui est dérivé des malformations, de la segmentation cérébrale. Le cerveau aussi n'est pas seulement formé de 5 lobes, temporal, pariétal, occipital, etc. Mais le cerveau est formé de 16 unités girales, qui sont autant d'unités histogénétiques. Et lorsqu'on parle d'unités histogénétiques, on le voit très bien d'après les travaux de Luis Puelles, ici, que ce sont des unités qui sont caractérisées par des combinations de gènes développementaux et représentées par des cellules particulières au niveau même de certaines de ces unités. Vous voyez très bien ici sur ces deux images que les dispositions cellulaires qui sont au niveau cervical et au niveau lombaire sont totalement différentes. Donc, ce qui fait qu'il y a une interaction entre la cellule vasculaire et le milieu environnant qui va être extrêmement prégnant et extrêmement important. Donc, on dépasse au niveau de la moelle les 3 segments. Pour la diviser, c'est ce que nous avons essayé de faire dans nos travaux en 5 segments histogénétiques, liés justement à ces anomalies génétiques, à ces variations cellulaires et biologiques. Alors, en ce qui concerne les malformations vasculaires elles-mêmes, on sait depuis très longtemps qu'elles ont été décrites en 2 groupes, des fistules, c'est-à-dire des communications directes entre des artères et des veines, et des nidus, qui sont des interpositions de tissus pathologiques entre l'artère et la veine. En fait, les travaux que nous avons menés grâce au progrès de la neuroradiologie diagnostique vasculaire, c'est que ces fistules se subdivisent en divers groupes. Des macrofistules qui sont sur la dépendance de phénomènes génétiques, des microfistules, elles sont localisées en avant, en arrière, dans le sillon ventral, mais surtout ces nidus qui étaient considérés auparavant comme étant intramédulaires, et on a prouvé que ça n'était pas le cas. Il y a des lésions qui sont complètement extramédulaires, avec une invasion veineuse, une congestion veineuse à l'intérieur même des cordons latéraux, des cordons antérieurs, et des lésions qui vont envahir en partie justement ces cordons. Ce qui va avoir comme conséquence
des termes proches, car alors une compréhension différente de l'architecture, mais également une compréhension améliorée au niveau de ces lésions. Et ce qui est en plus important, c'est, comme je vous parlais d'interaction cellulaire et milieu environnant, c'est que lorsque l'on regroupe les différents types lésionnels que nous avons décrits, eh bien on voit que les différents segments, les différentes unités histogénétiques médulaires ne correspondent pas toujours au même segment. Ce qui montre bien qu'il y a un géotropisme en quelque sorte très frappant, très marqué au niveau de ces diverses interactions. Et ce qui fait qu'également, on peut se poser la question de l'histoire naturelle de ces malformations. On sait que les malformations cervicales ne sont pas les mêmes que les lésions thoraciques, pas seulement à cause des phénomènes hémorragiques prédominants, mais c'est également peut-être à cause de l'histoire naturelle, et également sur la question qu'on se pose et sur laquelle nous travaillons actuellement. Le rendu ossellaire et la mutation RASA1 ont-elles les mêmes histoires naturelles que les lésions finalement sporadiques? Alors bien sûr, en termes de technique, on peut vous montrer, on peut vous décrire des lésions avant-après. Ce qui est impressionnant, on peut supprimer des malformations et guérir justement les lésions en rétablissant une circulation normale. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut garder à l'œil que ces lésions sont des lésions vivantes, biologiquement actives, et que même si vous guérissez une lésion, elle peut recommencer sous un autre aspect, par les vasavasorum à l'intérieur de la paroi. Et qu'il n'y ait pas besoin de traiter ça. Parce que ça aussi, la biologie, le corps humain va faire en sorte que les choses vont se cicatriser elles-mêmes. Donc il ne faut pas seulement se concentrer sur l'image, mais garder à l'esprit justement le phénomène biologique qui va aboutir à tout cela. En ce qui concerne la pathologie pédiatrique, c'est exactement la même chose. Il faut considérer que l'âge de l'enfant, eh bien, ça correspond à plusieurs groupes qui commencent en anténatal au niveau du nouveau-né, du nourrisson, de l'enfant, et qu'il faut séparer ces divers groupes parce qu'elles ont des physiopathologies tout à fait différentes également. En donnant lieu à des phénomènes physiopathologiques différents, on aboutit à des symptômes qui sont différents. Hémodynamiques chez le nouveau-né, hydrodynamiques chez le nourrisson, neurologiques ou hémorragiques chez le plus grand enfant. Et qu'il y a des malformations qui varient en fonction de l'âge pédiatrique. Chez le nouveau-né ou chez l'anténatal, vous allez trouver des malformations des sinus duraux ou des malformations de l'ampoule de Gallien, que vous ne trouverez pas plus tard. Les autres lésions, comme les malformations, qu'elles soient litus ou fistules, sont des lésions qui apparaissent après la naissance, et généralement après l'âge de 2 ans, qui montrent bien là aussi le phénomène biologique et génétique qui va se développer, qui va être stimulé au fur et à mesure des événements ultérieurs au niveau de la naissance. Alors en neuroradiologie interventionnelle pédiatrique, il ne s'agit pas d'utiliser des instruments miniaturisés, ça c'est totalement une erreur de penser ça, mais il faut d'abord comprendre la physiopathologie de la lésion, l'interaction qu'elle effectue avec le cerveau qui existe entre le cerveau et la malformation. En fonction de ça, on choisira la meilleure stratégie thérapeutique, en fonction de l'âge. Et pour se baser sur cette décision thérapeutique, on va s'aider de collaboration avec les pédiatres et les neuropédiatres qui vont nous donner les différentes évaluations au niveau des évaluations neurocognitives. On va se baser sur la clinique, on va se baser sur l'imagerie, on va se baser sur le moment et la fenêtre thérapeutique optimale à laquelle, ou au cours de laquelle il faut agir pour ne pas perdre le moment de bascule où la lésion aura créé des désordres irréversibles au niveau du cerveau ou de la moelle. Et puis adapter bien sûr la prise en charge thérapeutique appropriée en gardant à l'esprit que chez le tout petit, chez le nouveau-né ou chez le nourrisson, on n'a pas besoin de... Le but ultime n'est pas, le but princeps, pardon, n'est pas de guérir la lésion, mais de permettre une maturation cérébrale normale pour un développement neurologique et neurocognitif normal. La guérison anatomique de l'image intervient dans un deuxième temps. Le premier mouvement, ça va être la clinique et le respect. Alors bien entendu, là aussi, on peut vous montrer des images avant-après qui peuvent paraître spectaculaires. Seulement, dans ce cas-ci, cet enfant, malheureusement, qui venait d'un pays étranger, nous a été adressé trop tard. Parce que même si la lésion est d'architecture extrêmement simple et guérissable très facilement, eh bien la prise en charge était trop tardive, les interactions entre le cerveau et la malformation ont été importantes et délétères, et on a abouti à un enfant encéphalopathe. De même question, si vous avez une image de ce type-là, qui nous a été référée comme étant une malformation artéroveineuse chez un nouveau-né qui présentait une crise d'épilepsie, en nous demandant d'agir rapidement. Non, cette image-là ne correspond pas à véritablement une malformation artéroveineuse. Donc on avait décidé d'arrêter à ce moment-là et de surveiller cette malformation. Eh bien, nous en avons pris, puisque la lésion, comme vous le voyez, elle a totalement disparu.
en quelques semaines ou quelques mois, et l'enfant a développé une autre lésion, qui, elle, doit être traitée à ce moment-là pour éviter les conséquences dramatiques telles que l'on a vécues chez cet autre enfant précédemment. Alors, je vous disais, le cerveau, de temps en temps, ressemble à une boîte à outils. Voilà un enfant qui nous avait été transféré d'ailleurs également avec déjà un traitement largement incomplet, puisque cet enfant présentait des déficits neurologiques liés à toutes ces dilatations vasculaires persistantes au niveau cortical et au niveau du tronc cérébral. Alors, on a utilisé notre boîte à outils aussi, on a complété en injectant tout un tas de matériel à l'intérieur, par voie artérielle, par voie veineuse, des matériels du sport, des coils, de la glu, etc., comme vous le voyez ici, et on a réussi à stabiliser cette malformation, parce que toutes ces aplasies veineuses ont totalement disparu. Mais, en même temps, allais-je dire, de façon quasiment macronienne parisienne, vous allez avoir le développement de cavernomes dans ces malformations. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire sur ces cavernomes qui ne sont pas chirurgicaux, qui ne sont pas endovasculaires, qui ne sont pas radiothérapiques. Bon, on va essayer de les mettre sous traitement. On les a mis sous traitement anti-angiogénique, de l'Avastin dans ces conditions-là. Et puis on a vu qu'au fil de quelques semaines, ces cavernomes disparaissaient. Alors on s'est dit, c'est formidable, on a trouvé la clé pour guérir les cavernomes. Et donc chez cet autre enfant, qui a développé des cavernomes au fur et à mesure, on sait qu'il y a une mutation PIK3CA qui va donner lieu au développement de ces lésions, et dans ces conditions, on l'a mis sous sirolimus, un rapamycine, qui est un médicament qui va agir spécifiquement sur cette filière. Et bien là, ça n'a pas marché. Ce qui fait qu'il faut qu'on revienne de nouveau aux fondamentaux, et on en a discuté avec nos collègues amis Laurence Baud et Mika Nicoula, partie de principe sur ces variétés de circulation biologique à l'intérieur même de la cellule endothéliale pour trouver quelle est l'autre voie additionnelle qui va pouvoir éventuellement aboutir à un traitement de ces lésions-là. Donc, comme je vous l'ai dit, comment appeler ce métier? Finalement, que ce soit interventionnel ou thérapeutique, finalement, peu importe, à partir du moment où on dépasse le stade de la technique. Lamartine disait, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Non, ce n'est pas l'objet qui a une âme, c'est nous qui lui donnons simplement un guide pour arriver à traiter ce que nous voulons faire traiter. Cette neuroradiologie interventionnelle thérapeutique, c'est une spécialité en tant que telle, avec une responsabilité propre des malades qui nous sont confiés. Et au-delà du geste technique, on arrive à traiter, que ce soit en procédure simple ou en procédure héroïque. N'oublions pas une chose, comme le disait Tony Greitz, qui était un très grand neuroradiologue diagnostique du Karolinska de Stockholm, dans les procédures héroïques, le héros, c'est toujours le patient, ce n'est pas le médecin. La neuroradiologie diagnostique, la neuroradiologie interventionnelle, la neuroradiologie thérapeutique a dès lors une véritable place au niveau des séances des disciplines cliniques, et elle va devenir une interlocutrice, ou elle est déjà, une interlocutrice tout à fait incontournable pour ces différents correspondants avec lesquels elle a la chance de travailler. Je ne vais pas vous remercier maintenant. Je vais vous remercier de votre attention un peu plus tard, mais je voudrais d'abord citer et remercier quelques personnes qui ont accompagné mon parcours. Je ne parlais pas de carrière, parce que je pense que carrière, ce sera vraiment quand je serai tout à la fin de mon évolution professionnelle. Au niveau de mon parcours, je dois présenter mes respects d'abord au docteur Wadgen, que peu de gens de vous ici connaissent peut-être, qui était le neurochirurgien en chef de l'hôpital central de Luxembourg, et qui m'a véritablement donné la passion de la neurochirurgie et des neurosciences. Je lui dois énormément, il a été mon premier maître et il le restera. Monsieur Brocchi, que je remercie encore de m'avoir accueilli en 83 dans son service, qui j'espère n'est pas trop déçu de l'avoir quitté en 85 pour aller voler dans les bras de la neuroradiologie diagnostique tout d'abord, et interventionnelle ensuite, où j'ai eu la chance de côtoyer d'abord mon maître en interventionnel, le professeur Lajogas, le professeur Picard, le professeur Valavanis, qui sont trois entités extrêmement importantes, qui sont sans doute les vrais intellectuels de la neuroradiologie interventionnelle. Et vraiment, j'ai eu énormément de chance de les côtoyer et de travailler pendant plusieurs années à leur côté. Je citerai Jacques Born, qui a été un de mes parrains ici pour cette élection à l'Académie, qui m'a permis, là aussi, avec M. Brocchi et M. Van der Kelen, d'asseoir la neuroradiologie interventionnelle à Erasme, à l'hôpital de la Citadelle et au CHU de Charleroi, qui ne disposaient pas de telles unités, de telles spécialités. Et bien entendu, je citerai Mme Valerio, marraine, s'il en est, de cette nomination ici à l'Académie, et qui m'a accompagné tout au long de ce parcours, depuis ma thèse de médecine à Strasbourg en 1976
à ma thèse de science ici avec M. Brocchi à Erasme en 2006 et à une autre cérémonie plus personnelle il y a quelques années ici à Paris. Je lui témoigne ici très volontiers ma très sincère et affectueuse amitié. Et puis, maintenant, je peux vous le dire, je vous remercie de votre attention et surtout, je vous remercie de me faire l'honneur de m'accueillir au sein de l'Académie royale de médecine. Au-delà d'un honneur, c'est également une très grande émotion et je vous en remercie sincèrement. Merci beaucoup, professeur Brodèche. Nous sommes également très heureux de vous accueillir au sein de notre compagnie, voyez-le. Et merci également d'avoir replacé la neuroradiologie dans un contexte plus global, à la fois biologique, à la fois génétique, à la fois également clinique, et de montrer la diversité des approches, c'était très intéressant.